Donc, nous démarrons le deuxième panel qui est maintenant combiné avec deux thèmes. Le premier, c'est sur le pilier 2 du PNDS, la transformation durable, économique durable et inclusive. Et le dernier pilier du PNDS, qui est la gestion durable des ressources naturelles. Il y a eu de bonnes raisons de les combiner, puisqu'il y a un qualificatif commun aux deux, le caractère durable. Je vais me permettre de représenter rapidement les panélistes, et on ne revient plus dessus. Je commence par la gauche extrême, pas le parti. Donc, Madame Malado Kaba, donc ministre de l'économie et des finances, économiste, avec beaucoup de pratiques sur la programmation, la gestion des projets, une expérience internationale réussie, qui a la commande des finances depuis 2 ans, almost, oui, voilà. À côté, on a un doyen, je dis doyen parce qu'on est proche professionnellement, le ministre Idrissa Thiam, qui est ministre conseiller à la présidence, qui a été ministre à plusieurs départements, je n'oserais pas les citer. Et en plus, il a l'expérience d'avoir été au Fonds monétaire, donc on est quelque peu proche. La suite, c'est le ministre Abdoulaye Magasuba, économiste aussi, qui a fait beaucoup de consultations, qui a travaillé dans le secteur privé. Et aujourd'hui, il a la responsabilité de diriger le département qui fut et qui demeure le souffle de l'économie, à savoir le ministère des Mines et de la Géologie. À côté de moi, M. Seydou Sidibé, docteur en droit de l'environnement, qui a servi son pays depuis, je ne veux pas dire des décennies. En tout cas, actuellement, il est le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Nous allons discuter donc les deux thématiques, transformation économique durable et inclusive et la gestion durable des ressources naturelles. Quand je commence par le premier, qui est la transformation, je crois que depuis ce matin, il n'y a pas un seul discours qui n'a pas fait référence à la transformation de la Guinée. Parce que, comme le président l'a dit, le président de la République, il dit 1958 a été un événement dans la vie et l'histoire du pays, mais au même moment, il dit qu'on peut rebondir. Ça peut être une opportunité. Alors, conceptuellement, quand on parle de transformer, il y a deux idées qui émanent. C'est changer quelque chose, mais aussi aller en hauteur, c'est-à-dire accélérer et rattraper. Ça veut dire que cette thématique est au cœur du PNDS. D'ailleurs, si on regarde les allocations budgétaires qui sont prévues, c'est le pilier 2 qui est au rendez-vous et qui appelle. Le PNDS a prévu des objectifs très nobles sur ce pilier. Un, c'est la croissance économique dont on a parlé, jusqu'à avoir une croissance à 2 chiffres à l'horizon de 2020. 2, réduire de près de 10 points la pauvreté, qui doit passer de 55 à 45. Et 3, il est prévu aussi d'améliorer l'équité ou l'égalité, avec un indice de Gini qu'on espère qu'il va baisser à 25%. Sans oublier le fait qu'à horizon de 2030, la Guinée souhaiterait supprimer la faim. Alors, ce que je suggérerais, c'est que comme cette thématique-là est au cœur de tout le PNDS, je suis sûr qu'on aura
des débats aujourd'hui qui vont se poursuivre demain. Puisque demain, il y a la thématique du développement du secteur privé qu'on va discuter demain. Et puis l'après-midi, on aura des groupes sur un grand pilier ou sous-action du PNDS qui est l'agriculture en parallèle à l'énergie. Donc, on peut réserver les dimensions très techniques de ces éléments qui sont des ingrédients importants de la transformation pour demain. Mais je souhaiterais que les panélistes, chacun, dans son domaine, essaie de pointer le décor en ce qui concerne qu'est-ce que la Guinée fera de manière substantielle et différemment par rapport aux 50 ans passés. Je sais que Madame la ministre avait déjà commencé à nous planter le décor, la croissance, on a parlé beaucoup des secteurs, mais au-delà des secteurs, c'est quoi les politiques, c'est quoi les mesures structurelles qui permettent de dire que la Guinée va se transformer. C'est ça le thème. Et après, on va avoir un challenge sur on se transforme dans la durée de manière durable. Et la dimension donc environnementale. Merci. Madame. Merci beaucoup, monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, monsieur Rachidi. J'aimerais peut-être, pour rebondir sur vos propos liminaires, ajouter une troisième dimension, un troisième aspect à la transformation structurelle que vous avez évoquée. Vous avez parlé de changement et vous avez aussi parlé d'aller plus haut. Et je crois qu'il y a un troisième aspect qui me semble extrêmement important, qui est celui d'avoir le changement dans la durée, la durabilité, la permanence, l'irréversibilité. Et je crois que ça, c'est particulier. Je crois que la Guinée, de ce point de vue-là, malheureusement, nous le savons, dans les décennies passées, nous n'avons pas été toujours en mesure de nous inscrire dans des actions qui soient durables. Nous avons souvent eu des politiques macroéconomiques qui se sont traduites par des stop and go, un peu le yo-yo. Or, je crois qu'un aspect extrêmement important désormais pour toute l'action qui a été enclenchée depuis 2010, c'est de faire en sorte que les réformes que nous menons soient irréversibles, qu'on ne revienne plus en arrière et qu'on ne fasse que avoir des changements graduels, accumulatifs. Donc j'ai évoqué ce matin également les aspects de cette transformation qui doit en fait se traduire par le changement de notre structure économique, qui doit se traduire par la diversification de nos sources de revenus, la diversification de création de richesses, la diversification aussi pour la promotion de l'emploi, l'emploi de nos jeunes, entre autres. Et cela passe par quoi? Cela passe par le développement de nos infrastructures, les routes, le port, l'énergie. Cela passe aussi par la promotion de la remontée de chaînes de valeur, ce qu'on appelle communément beneficiation. Et dans ce cadre-là, justement, le développement du secteur de l'énergie est un aspect essentiel. En ce qui concerne, et donc tout cela est important, bien entendu, pour pouvoir promouvoir la résilience de notre économie et faire en sorte qu'on ne dépende plus que d'un secteur qui est peut-être un peu trop souvent soumis aux aléas internationaux, mais qu'on puisse désormais avoir une croissance qui est tirée aussi par l'intérieur, avec le développement d'industrie, pour ce qui est par exemple du secteur agricole, donc le développement d'agro-industrie en particulier. Voilà, peut-être je vais m'en arrêter là pour l'instant. Ok, merci pour ce premier tour. On passe le micro à Ministre Thiam. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le changement et l'intensification dans la durée? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mais je vais peut-être prendre l'angle de la contribution sectorielle à la transformation économique. C'est exact que nous sommes ambitieux, nous voulons arriver à une croissance à 2 chiffres et je crois que c'est très réaliste. Hein? Si on regarde le trend des années passées et la transformation qui a commencé
depuis 2011, ça devient très réaliste puisque quand on prend les mines déjà, pendant longtemps, c'était le calme plat à 15 millions de tonnes, comme a dit le président ce matin. Et soudainement, nous sommes en train de grimper très rapidement. Donc, je n'ai pas de doute qu'on arrivera à cela. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Je voudrais répondre à la question par rapport au PNDS sur deux secteurs. Un secteur qui est finalement très transversal, qui est celui de l'énergie, et un autre qui est aussi un point d'avantage comparatif de la Guinée, qui est celui de l'agriculture. Le président en a parlé pour tous les deux beaucoup ce matin. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans la période du PNDS entre maintenant et 2020? Dans notre action programmatique du PNIASA qu'on a développé avec l'appui des partenaires régionaux, nous voulons introduire une accélération. Et le président a pris une nouvelle initiative. Jacques Diouf aurait été là pour parler de ça dans plus de détails, mais une initiative présidentielle de transformation de l'agriculture guinéenne. Dans cette agriculture guinéenne, il y a un changement complet de paradigme. On l'a dit plusieurs fois ici, hein, ce n'est pas un label à moi. Mais qu'est-ce que nous changeons? Nous voulons que le paysan passe d'une agriculture de subsistance à une intégration au marché. C'est-à-dire qu'on élimine complètement tout ce qui est distinction entre culture de rente et culture de subsistance, et que sa culture de subsistance, qu'il ne limite pas ça à nourrir sa famille, mais qu'il le fasse aussi, non seulement pour atteindre ce que vous appelez la sécurité alimentaire à un horizon prochain, qui je crois que nous pouvons atteindre plus rapidement que 2030, monsieur le modérateur, mais qu'il l'utilise pour être une source de revenus. Alors, cette transformation de paradigme se transforme aussi, se situe aussi au niveau de la chaîne de valeur. C'est quelque chose de nouveau que nous introduisons où, au lieu d'exporter seulement le produit alimentaire brut, on va faire de la transformation. Le président a parlé de transformation de pommes de terre ce matin. Il y a la transformation de nos fruits. Donc tout ceci qui donne plus de valeur ajoutée et donc plus de croissance, mais qui rend en fait l'économie complètement indépendante de l'exportation ou de la consommation des produits de base. L'autre élément de ce programme d'accélération dans le secteur de l'agriculture pendant cette période du PNDS, c'est l'intégration du secteur du développement rural à l'ensemble des autres secteurs. Tenir compte des facteurs de commercialisation pour penser la politique de développement rural, tenir compte de l'impact de l'infrastructure là-dessus, comment introduire une synergie entre toutes ces pistes rurales et les aménagements agricoles et le développement. C'est ça qui va changer et accélérer l'agriculture guinéenne au cours des prochaines années, avant que l'on revienne à quelque chose qui est plus business as usual. Dans le secteur de l'énergie, et je vais m'arrêter, je serai moins long là-dessus, je dirais que l'énergie, c'est tout à fait transversal et la Guinée a cet avantage comparatif de certainement très rapidement, au moment où Swapiti sera en eau, où nous pouvons prétendre à avoir un accès relativement universel à l'électricité. Ça va changer considérablement le landscape de l'économie guinéenne. Parce que quand on a cet accès-là à l'électricité, la première chose, c'est que les coûts des facteurs dans l'ensemble de l'industrie devraient baisser considérablement. Et là, peut-être je sors de mon secteur pour revenir au domaine de Madame la ministre qui est la macroéconomie. En descendance là,
ça permet une plus grande diversification de l'économie guinéenne, ça permet d'attirer plus d'investisseurs dans différents autres secteurs. Je vais m'arrêter là, monsieur le modérateur, pour ne pas consommer trop de temps. Merci. Merci, ministre. Vous avez pointé deux secteurs qui sont au cœur de la transformation en tout cas dans tout pays. Sans énergie, ça va être difficile de se transformer. Mais pour la Guinée, l'agriculture pour la diversification demeure un espace de transformation. Et vous avez illustré cela par le passage de l'agriculture donc de subsistance à une agriculture intégrée au marché. Mais je vais passer la parole au ministre des Mines. Le président a dit que les mines ne seront plus la source de notre développement, mais c'est une grosse opportunité par rapport à laquelle le gouvernement nous a décrit tout ce qu'il a fait pour nettoyer les contrats. Ministre Magasuba, dites-nous, est-ce que dans le PNDS, l'objectif est de produire et d'exporter plus, ou quel changement vous envisagez dans le secteur en termes de transformation? Merci. Le résultat, les performances, je dirais, du secteur minier ne se mesurent pas seulement en termes de contribution à la croissance ou de création d'emplois, mais les performances du secteur se mesurent, en tout cas dans le cadre du PNDS, fondamentalement en termes de contribution à la transformation structurelle de l'économie. Et le secteur est utilisé à cette fin à travers la génération de plus de revenus pour le budget régulier de l'État, mais aussi à travers la sécurisation, sur la base de la sécurisation de ces revenus-là, dans le futur, une forme d'utilisation de ces revenus comme collatéral pour financer le développement des infrastructures. Nous avons déjà un cas pratique avec la Chine, le développement du secteur agricole. Nous avons l'exemple du pré-enclave que nous sommes en train de discuter avec la Banque mondiale. Donc que les revenus du secteur minier soient utilisés pour transformer les autres secteurs de l'économie et financer tous ces secteurs de l'économie, en particulier les infrastructures, sans lesquelles nous ne pouvons pas parler de développement. Ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect porte sur l'amélioration, je dirais, des compétences locales, la création d'opportunités pour les structures locales et pour la main-d'œuvre locale, ce qu'on appelle couramment le contenu local. Ce contenu local nous permet de pouvoir créer des capacités, je dirais des capacités financières pour ces compagnies et pour ces individus qui travaillent dans le secteur minier, mais aussi des capacités en termes d'acquisition de nouvelles techniques, de nouvelles technologies qui sont utilisées dans d'autres secteurs de l'économie. Nous venons de finir une étude avec l'appui du groupe de la Banque mondiale qui a mis en exergue 11 secteurs d'opportunités immédiates pour les entreprises locales. Et je peux vous dire avec certitude qu'aucun de ces secteurs-là n'est un secteur central au niveau minier. C'est des secteurs de BTP, logistique, restauration et d'autres secteurs qui n'ont rien à voir directement, dans l'apparence, je dirais, avec le secteur minier, qui donc, en acquérant des marchés dans le secteur minier, en acquérant de nouvelles techniques, de nouvelles technologies dans le secteur minier, contribueront à diffuser cette compétence, ces nouvelles capacités-là dans tout le reste de l'économie. Et un autre point aussi qu'il est important de souligner, le ministre d'État a mentionné la question du développement local le matin. Donc la décentralisation, transfert des compétences aux collectivités locales. Mais sans ressources pour ces collectivités locales, c'est une forme de coquille vide. Donc aujourd'hui, avec le Fonds national de développement local
qui va, dans un premier temps, recevoir 15% des recettes minières, nous donnons de la substance à cette décentralisation. Ça, c'est un rôle fondamental que le secteur minier est en train de jouer. Une dernière chose que je voulais aussi mentionner, c'est la contribution directe, je dirais, du secteur au développement des infrastructures, parce que, comme vous le savez, plus de la moitié du budget des projets miniers porte sur des infrastructures réalisées pour évacuer le minerai, mais dans une politique, et avec l'appui encore de la Banque mondiale, que nous remercions au passage pour cela, avec une politique de mutualisation des infrastructures, nous sommes en mesure de faire que le développement de ces infrastructures-là bénéficie aux autres secteurs de l'économie, en particulier au secteur agricole qui souffre aujourd'hui des problèmes d'accès au marché. Merci, oui, ministre Marga-Souba. Vous avez vraiment illustré ce qui peut être différent. La fiscalité qui est ce que tout le monde connaît, mais mieux prendre les ressources et les endosser pour des solutions financières spécifiques. Ça, c'est déjà un chantier nouveau. Mais plus important en termes d'effet d'entraînement, c'est toute la dimension contenu local. Et le dernier point que vous avez abordé, l'infrastructure, qui n'est pas initialement l'objectif, mais qui est un besoin, qui aussi contribue à créer du capital, à la fois au niveau local, mais au niveau économique. Je vais faire le tour. Monsieur Sidibé, vous savez, on a dit beaucoup là, on ne va pas utiliser encore le principe si la Guinée est un... comme on dit ici, c'est un scandale géologique, un scandale, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le pays a beaucoup de ressources. Ça s'appelle de l'eau, ça s'appelle la biodiversité, ça s'appelle les mines, pour ne pas les mentionner. Et la grande question, c'est de savoir, dans le PNDS, qu'est-ce que votre département, et à travers votre département, parce que, comme dirait notre vice-président, je crois que la problématique est au-delà du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que vous faites pour que l'exploitation de sources et ressources soit durable dans le sens de protéger le résiduel pour les générations à venir? Merci, monsieur le modérateur. Je dois avant tout préciser que je suis à ce panel pour représenter Madame la ministre de l'Environnement qui est empêchée compte tenu de la tenue de la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Et je voudrais donc qu'il me soit permis de rappeler effectivement que la Guinée, c'est le pays des 4 régions naturelles, chacune présentant des spécificités, des écosystèmes particuliers, une biodiversité abondante et de nombreuses et importantes autres potentialités naturelles. Voyons, au niveau des ressources du sol, par exemple, la Guinée dispose d'une potentialité de 6,200 millions d'hectares de terres cultivables, dont 320 000 irrigables. Et au niveau du sous-sol, le sous-sol renferme environ 40 milliards de tonnes de bauxite et 7 milliards de tonnes de fer. Au niveau hydrographique, la Guinée, c'est 188 milliards de mètres cubes d'eau de surface. Et au niveau de la pluviométrie, on enregistre chaque année environ 1500 à 4000 mm d'eau de pluie par an, qui se regroupent dans des fleuves ou des cours d'eau qui sont au nombre de 1161, regroupés en 23 bassins fluviaux, dont 14 sont partagés avec des États du continent. Et également, la Guinée dispose de 138 sites de barrages aménageables pour donner 6000 MW de potentialité hydroélectrique. Et sur le plan de la côte, le pays partage avec est ouvert sur l'océan Atlantique sur 300 km de côte. Et il y a une potentialité de 300 000 tonnes de capture de pêche de mer par an. Et sur le plan environnemental, la Guinée, c'est 14 millions d'hectares de formation forestière.
c'est 53 aires protégées et 16 sites Ramsar, 4 sites de réserve de biosphère et un site du patrimoine mondial, 3077 espèces végétales, dont 69 sont endémiques, et 3273 espèces animales, dont 24 sont endémiques, y compris l'inéductable crapaud vivipare, le Nectophrinoide occidentalis angel, qui vivent justement au Mont Nimba, qui sont qualifiés de crapauds géants. Ils ne sont pas géants à cause de leur taille, parce que leur taille, ces crapauds vivipares font à peine 27 mm, mais ils sont qualifiés de géants surtout à cause de leur caractère spécifique. C'est-à-dire que ces crapauds vivipares font leur accouplement comme les humains et les femelles font également 9 mois de gestation. Autant dire que c'est une espèce assez formidable qui est importante pour la recherche scientifique. C'est dire que ce pays de l'Afrique de l'Ouest dispose de potentialités qui sont assez importantes et dont la mise en œuvre du PNDS constitue un atout favorable pour, d'une part, leur protection et d'autre part, leur valorisation. Et également, ce sont des ressources qui donnent à la Guinée la responsabilité sous-régionale de la gestion durable des ressources naturelles en faveur des générations présentes et futures. C'est vrai, le PNDS, c'est l'outil qu'il faut pour la conciliation du développement économique et de la protection de l'environnement. Et pour être en harmonie vis-à-vis de ce principe de conciliation, le gouvernement a préparé et adopté des documents de politique, des documents de stratégie, des programmes et des projets, justement. Et parmi ces politiques et programmes, il y a surtout la politique nationale de l'environnement qui intègre toutes les politiques antérieures. La politique nationale de l'environnement elle-même étant intégrée dans le PNDS. Et à cette liste, il est important d'ajouter le document d'évaluation environnementale stratégique. La Guinée est le seul pays de la sous-région aujourd'hui d'avoir élaboré ce document. C'est un document extrêmement important parce qu'il vient faciliter, du moins sur le plan environnemental, l'investissement minier, parce qu'il permet d'accélérer justement la réalisation des études d'impact environnemental et social qui sont exigées avant l'installation de tout projet. Monsieur le modérateur, si vous me demandez qu'est-ce que la Guinée doit faire aujourd'hui en termes... Si vous pouvez mentionner ça en deux points majeurs. Bien, il y a avant tout la lutte contre la déforestation pour permettre au pays de respecter les engagements pris au niveau des accords de Paris sur la lutte contre les changements climatiques. Il y a également l'amélioration du cadre de vie par la valorisation des déchets et des ordures ménagères. Pour la seule ville de Conakry, il y a 1200 tonnes de déchets qui sont produits tous les jours. Il y a également le contrôle de l'importation, du transport, du stockage et de la manipulation des produits, des substances chimiques dangereuses. Il y a également la gestion c'est bon, j'ai noté les deux. Je vous remercie. Merci, M. Sidibé. On sent que c'est... Vous avez senti, hein? Il y a les décennies de traitement de ces questions. En tout cas, ça illustre quand même la richesse de la Guinée sur la thématique. Mais ce qui est important aussi, c'est que le docteur a mentionné la responsabilité locale, mais à travers la responsabilité locale, ça transcende une responsabilité sous-régionale et mondiale, d'où l'agenda de Paris. Merci, monsieur. Dans le cadre du développement des secteurs essentiels du pays, je présente Cheikh Keïta. Je voulais savoir aujourd'hui, parce que quand on voit le plan de développement au niveau importation en Guinée, la plupart des produits marchands viennent à Conakry. Est-ce qu'il est prévu dans le changement futur la possibilité de permettre aux miniers qui font leur port aujourd'hui minier d'ajouter des ports marchands pour qu'on puisse faire une fluidité de ces produits d'importation au niveau du Conakry pour décentraliser un peu la capitale, parce que nous avons une capitale qui est au bout de la ville,
Si nous faisons cet acte-là, je pense que nous pouvons désencombrer notre capitale et puis réduire la pollution des camions. Merci. Si tout le monde peut suivre le modèle du premier intervenant, ce serait bien. Je m'appelle Eric Corca, chef de bureau de Guinée News en France. J'ai deux questions, si possible, au ministre des Mines. On a parlé du fonds de développement local. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme mis en place qui est différent de ce qui existait jusqu'à présent, parce qu'on a toujours parlé des fonds alloués aux collectivités locales? Et la deuxième question, c'est pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, quelles sont les mesures mises en place pour quand même éradiquer, c'est le mot, c'est dur, l'insalubrité qui règne quand même à Conakry, parce qu'on parle d'investissement, on vend une image positive de la Guinée, mais vu l'état des choses, ça n'encourage pas. Quelles sont les mesures mises en place, ou surtout dans le cadre de PNDS? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question avant qu'on retourne au panel? Non? OK. Allez, je passe la parole au ministre et après au secrétaire général. Oui, concernant l'utilisation de ports pour des marchandises autres que minières, en fait, c'est cela le but du schéma directeur de mutualisation des infrastructures liées aux mines. Parce que le schéma directeur prévoit que non seulement que lorsqu'un port, qu'une infrastructure est construite, qu'il s'agisse d'un chemin de fer ou d'un port, que non seulement le minier qui aurait réalisé le financement s'engage à pouvoir partager avec d'autres miniers, bien sûr contre paiement d'un tarif, mais que ce minier aussi s'engage à ce que d'autres secteurs, dont l'agriculture et autres, puissent utiliser ce port. Je peux vous dire que la mise en œuvre du schéma directeur a déjà commencé avec la mutualisation des infrastructures anciennement utilisées exclusivement par la CBG, mais l'exemple le plus frappant qu'on peut donner sur l'importation d'autres matières autres que ceux utilisés par les miniers, c'est le cas du port de Katouguma, qui a été utilisé pour l'importation de l'essentiel du matériel qui est en train de servir à la construction du projet Swapiti en ce moment. Donc ça, c'est un exemple concret. Concernant la question sur le fonds de développement local, il y a deux instruments qui ont été récemment adoptés par le gouvernement qu'il ne faut pas confondre. Il y a le Fonds national de développement local. Ce Fonds national de développement local est celui qui est censé être le creuset qui recevrait tous les financements destinés aux collectivités décentralisées. Parmi ces financements, et celui le plus concret actuellement, le plus immédiat, je dirais plutôt, c'est les 15% qui proviennent des recettes minières. Donc ce fonds a une gestion via le budget national de développement, mais destiné directement aux collectivités déconcentrées qui financent leurs projets sur cette base. Il y a un deuxième fonds qui est le Fonds de développement économique local. Le Fonds de développement économique local, que nous appelons communément FODEL, est le fonds qui reçoit les contributions pour le développement local des sociétés minières, les 0,5% ou 1% selon le type de minerai exploité. Et ce Fonds de développement économique local, FODEL, qui a été récemment aussi adopté par le gouvernement, est directement utilisé au niveau des collectivités. Les ressources ne passent pas par le niveau central avant d'être redistribuées sur la base d'une péréquation, comme c'est le cas du Fonds national de développement local. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire général, la question de l'assainissement. Je vis là-bas, je peux comprendre la question. Vous êtes à Paris, n'est-ce pas? OK, nous on vit là-bas. Bien, merci. Et je crois que par rapport à cette deuxième question, antérieurement, il y a eu plusieurs entreprises qui se sont manifestées pour s'investir dans ce secteur en Guinée, mais qui ne sont pas malheureusement allés jusqu'au bout. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a pris des dispositions en mettant d'abord en place une structure compétente qui est l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Et cette Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, en collaboration avec les départements techniques, y compris le ministère de l'administration du territoire ainsi que le ministère de l'Environnement, ont préparé un document d'appel d'offres.
Donc il y a un document d'appel d'offres qui a été élaboré et qui sera publié en vue du recrutement des entreprises qu'il faut justement pour l'investissement dans ce secteur d'assainissement. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc il y a des actions en vue. En tant que... Oui, j'allais dire, nous n'avons pas le temps parce qu'on est en train de me tirer les sonnets d'alarme, mais on n'a pas traité un point, c'est le caractère inclusif. J'allais poser la question à madame la ministre de l'économie et des finances ou le ministre Thiam de nous dire en 2 points à quoi peut ressembler l'axe qui permet de dire la transformation va être plus inclusive. Je pense que madame Malado, vous voulez prendre la parole. Merci. Oui, merci. En fait, je souhaitais juste ajouter un point à la question liée à l'assainissement. On vient de clore la semaine de la citoyenneté dans notre pays. Et je crois que ça aussi, la question de l'assainissement, ça appelle aussi un changement de paradigme des citoyens eux-mêmes. Il y a aussi des comportements qui sont inciviques. Donc, je crois que toujours reporter poser le problème, en tout cas à l'État ou au secteur public, ne me semble pas toujours être la meilleure des choses. Ça nous concerne tous, donc nous devons tous faire des efforts et contribuer à améliorer la question de l'assainissement. En ce qui concerne le caractère inclusif de la transformation, je crois que ça a été déjà abordé à plusieurs niveaux. Donc il y a la question des mines. Il est vrai que ce matin, et on le sait tous, ce n'est pas le secteur le plus redistributif. Toutefois, quand on regarde aujourd'hui les actions que le gouvernement a mises en place, notamment avec l'adoption d'une politique de contenu local qui permet justement d'élargir cette base et qui permet également au niveau du secteur minier, par exemple, de pouvoir développer d'autres industries, d'autres secteurs. Ça, c'est un point qui permet de mieux distribuer, distribuer la richesse. Il y a également la question du secteur agricole. Nous savons tous que notre secteur agricole occupe plus de 70% de nos populations. Et donc là aussi, avec les efforts liés au développement du secteur énergétique, avec les aspects que le ministre Thiam a évoqués, faire passer également qu'il y ait le passage, la transition d'une agriculture de subsistance vers une agriculture un petit peu plus moderne. Tout ça aussi permet, je crois, d'ajouter un caractère inclusif à la transformation structurelle. Merci, madame la ministre. Je voudrais, au nom des membres du panel, remercier l'audience pour son attention et remercier aussi les panélistes pour cet exercice. Merci. Merci beaucoup. Merci.